Dans cette troisième partie, je vais brosser à grands traits les suites du cycle de l'Uruguay et présenter les grandes difficultés auxquelles l'OMC a été confronté dès sa naissance en fait et jusqu'à aujourd'hui. Un petit retour d'abord sur l'impact de la PAC sur les pays en développement. Vous vous souvenez que ça avait été un des moteurs de la négociation du cycle de l'Uruguay. Où en est-on? D'abord, les subventions aux exportations de l'Union européenne ont été quasiment éliminées. Et donc ça a permis aussi de réduire l'impact distorsif sur les marchés mondiaux. D'autre part, l'UE a drastiquement réduit ses quotas d'importation et ses barrières douanières sur les importations de produits agricoles et alimentaires. Et donc, théoriquement, a ouvert cette fameuse forteresse Europe. Ceci dit, pour les pays en voie de développement, les normes techniques et sanitaires imposées par l'Union européenne sur les produits importés agricoles et alimentaires restent un frein très important. Ils n'ont pas toujours les moyens de se mettre aux normes. Troisième chose qu'il faut quand même mettre en avant, c'est que l'Union européenne maintient des accords d'échange préférentiels avec de nombreux pays en développement. Un accord préférentiel, ça signifie que ces pays-là peuvent exporter vers l'Europe à des tarifs douaniers inférieurs à ceux pratiqués normalement par l'Union européenne, voire nuls. C'est le cas de l'accord Tout sauf les armes, qui est accordé à tous les pays dits les moins avancés, ceux qui ont un PIB par tête très bas, et pour qui l'Europe est ouverte complètement pour toutes leurs exportations, excepté les exportations d'armes. Évidemment, pour l'Europe, ce n'est pas un effort considérable parce que ça représente des volumes relativement petits et souvent sur des produits, par exemple des produits tropicaux, qui ne sont pas forcément en concurrence directe avec la production européenne. Enfin, n'essayons quand même pas de rosir trop le tableau. Les paysanneries du Sud et l'environnement dans les pays agro-exportateurs vers l'Europe restent menacés par le modèle actuel de la PAC et de notre consommation. Par exemple, on peut citer la déforestation massive en Amérique du Sud, par exemple, ou en Malaisie, qui est liée aux importations de soja, de tourteaux de soja pour l'alimentation animale en Europe, ou les importations d'huile de palme en provenance de Malaisie, alors d'une part pour les agrocarburants, mais aussi pour l'agroalimentaire. Et puis d'autre part, nous continuons à être des gros producteurs de produits animaux, notamment de viande bovine, mais aussi un petit peu de porc et puis beaucoup de poulet. Et ces produits-là continuent à être exportés à bas prix vers l'Afrique, avec du coup pour conséquence que la paysannerie de ces pays-là a beaucoup de mal à se développer sur la base de la production de ces produits. Mais revenons à l'histoire des négociations à l'OMC. Après sa création, en 1994, l'OMC va vouloir lancer un nouveau cycle de négociations pour approfondir la libéralisation des échanges. Elle va tenter de lancer le cycle du millénaire à Seattle, donc aux États-Unis, qui est le pays hôte, en 1999. Ça va être un échec cuisant. La mobilisation de la société civile, notamment, mais aussi le blocage des pays du Sud qui voyaient se profiler des propositions pour mettre en place des normes sociales à l'OMC, va faire qu'on n'arrivera pas à lancer ce cycle en 1999. 2 ans plus tard, on y arrivera avec difficulté en donnant une place plus grande aux enjeux de développement et aux enjeux d'environnement et en lançant à Doha, au Qatar, donc à un endroit où la société civile a du mal à se réunir parfois, ce qu'on va appeler le cycle du développement. Et ce cycle du développement devait donc normalement se clore 4 années plus tard, en 2005. En 2019, ce cycle de développement n'a toujours pas trouvé d'issue. Et l'une des raisons, c'est que l'agriculture est restée, pas uniquement, mais une des principales pierres d'achoppement de cette négociation-là.
on a vu se développer la montée en puissance des pays du Sud dans les négociations à l'OMC, qui ont souhaité défendre mieux leurs intérêts. Ils se sont associés dans un groupe des pays du Sud pour faire évoluer les règles du commerce agricole vers plus de flexibilité pour leurs propres objectifs de développement et leurs objectifs de sécurité alimentaire. Et ça, eh bien, ça a rendu les négociations bien plus compliquées encore qu'avant. Et le cycle du développement s'est progressivement enlisé. Alors on trouve des mini-accords, ce qu'on appelle des modalités, mais rien qui ne permette de clore ce cycle de négociation. Et de fait, d'autres négociations internationales sont devenues bien plus stratégiques que celles du commerce, notamment les enjeux globaux d'environnement. Et les pays, voyant cela, se sont rabattus sur des accords bilatéraux ou régionaux. Ils ont finalement abandonné l'ambition du multilatéralisme pour revenir à ce qu'on avait connu avant la création du GATT. Évidemment, dans le cadre des règles permises par l'OMC, on peut lancer des accords bilatéraux de pays à pays ou régionaux de blocs de pays à blocs de pays, mais qui n'incluent pas l'ensemble des membres de l'OMC sous certaines conditions, notamment lorsqu'on ne crée pas ce qu'on appelle des distorsions de commerce majeures. C'est cette vraie tentation du bilatéralisme qui va finalement quelque part tuer le multilatéralisme qu'on avait réussi à mettre en place avec le GATT et l'OMC. Et bon, c'est clair que les pays continuent à chercher des débouchés vers l'extérieur. Pour cela, il faut négocier avec les partenaires commerciaux et ça signifie chercher à développer des partenariats privilégiés pour finalement développer des débouchés croisés. Si ça ne peut pas se faire dans le cadre multilatéral, les pays vont le faire dans un cadre régional ou bilatéral. Et les États-Unis ont certainement été les premiers à s'engager dans cette voie-là, notamment parce que, étant très puissants, il leur est toujours plus facile et ils sont souvent gagnants dans une négociation bilatérale ou régionale par rapport à une négociation multilatérale où leur pouvoir finalement de négociation se dilue un peu dans le multilatéralisme. Un des exemples emblématiques de ces négociations régionales, c'est l'accord de libre-échange États-Unis-Union européenne, qu'on a appelé le traité de libre-échange transatlantique, ou le TAFTA, dont les négociations ont été lancées officiellement en 2013 et qui devait normalement aboutir sur un accord avant la fin de la mandature du président Obama en 2017. Quelles étaient les promesses derrière cet accord de libre-échange? Des promesses en termes de gain de croissance, parce que plus d'échanges. Alors évidemment, dans une négociation de ce type-là, il y a toujours des gagnants et des perdants. Qui étaient les gagnants côté Union européenne? Les équipementiers, la chimie européenne, l'automobile, notamment l'automobile allemande, et puis l'industrie de l'environnement française, parce qu'on est en France effectivement assez compétitif dans ce domaine-là, par exemple sur le traitement des eaux, et que ce sont un ensemble de services qu'on est capable et qu'on a envie de pouvoir vendre sur le territoire américain. Mais évidemment, dans une négociation, il faut offrir des concessions. Et les concessions côté européen, c'était d'ouvrir plus largement notre marché agricole en particulier, avec un risque important, notamment pour le secteur de la viande européenne, très menacé par les exportations américaines de viande bovine, mais aussi en partie l'alimentaire et l'agroalimentaire, avec des négociations très dures sur la protection des signes de qualité et d'origine. Aussi, autre perdant potentiel, l'environnement en Europe, parce que les règles environnementales sont moins strictes aux États-Unis, qu'il y a la question des OGM qui restait en suspens, et puis parfois des règles sanitaires potentiellement moins exigeantes. Ce projet d'accord a été extrêmement critiqué
avec une très forte contestation, notamment de la part de la société civile en Europe, des ONG qui défendent l'environnement, mais aussi du secteur agricole. Donc beaucoup de manifestations, y compris d'ailleurs dans les parlements nationaux, qui n'étaient pas toujours d'accord pour éventuellement, à l'issue du premier accord, pour ratifier ce TAFTA. De fait, on n'a pas eu à se poser complètement la question, puisque l'arrivée au pouvoir du président Trump aux États-Unis a mis un coup d'arrêt à ce processus-là. Le président Trump a décidé de cesser les négociations et de se tourner vers d'autres partenaires. Quelles sont les perspectives? D'abord, souligner que la PAC et les réformes successives continuent à respecter les engagements qui sont pris à l'OMC. Évidemment, ceux de 1994 à Marrakech, puis les autres qui ont pu avoir lieu depuis. Donc la PAC, par exemple, maintient un plafond sur les aides couplées. Et ça, on l'a vu encore avec la réforme de 2014. Elle continue le mouvement de libéralisation de ces marchés, d'ouverture de ces marchés, via l'élimination des quotas laitiers et des quotas sucriers, même si ce n'est pas que l'OMC qui l'a incité à faire ce type de réforme-là. Elle continue à respecter des règles assez strictes sur les paiements agro-environnementaux. Par exemple, elle s'engage à ne pas payer les agriculteurs qui changent leurs pratiques vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, à ne pas les indemniser au-delà des coûts additionnels liés à ce changement de pratique. Alors, aujourd'hui, l'OMC, on en parle beaucoup moins qu'hier. Faut-il pour autant abandonner les négociations multilatérales? C'est quelque chose auquel il faut réfléchir bien, parce que, évidemment, les négociations bilatérales ou régionales sont beaucoup plus sujettes à des asymétries de pouvoir entre pays qui négocient que ne l'étaient les négociations multilatérales. Enfin, la négociation commerciale, finalement, elle peut aussi avoir lieu dans d'autres arènes que à l'OMC. De fait, les taux de change sont aussi des éléments importants de la compétitivité et ne sont pas négociés à l'OMC. Et donc là aussi, il y a peut-être des choses à revoir dans la gouvernance internationale. On peut dire la même chose sur l'enjeu important de la volatilité croissante des prix agricoles. Et ça, c'est quelque chose qui pèse finalement aujourd'hui presque plus lourd sur le marché international des produits agricoles et agroalimentaires que les accords à l'OMC.